Pourquoi tant d'hommes, après des années de mariage, rentrent chez eux avec la boule au ventre plutôt qu'avec le cœur léger? Pourquoi, alors qu'ils travaillent dur pour assouler un toit, une stabilité, une famille, finissent-ils par se sentir étrangers dans leur propre maison? Cette question dérange, et pourtant elle résonne dans le silence de milliers de vies. Imaginez ce moment. Le moteur de la voiture vient de s'éteindre, les lumières de la maison brillent derrière la fenêtre, mais au lieu de se précipiter à l'intérieur, il reste figé, hésitant. Ce n'est pas sa famille qu'il redoute, c'est l'homme qu'il devient une fois la porte franchie. Et ce malaise, aussi discret qu'un souffle, s'amplifie chaque soir. Derrière ces murs illuminés, il y a l'image parfaite. Jouets éparpillés sur le tapis, cartable aligné près de l'entrée, vaisselle posée à sécher. Une scène ordinaire, presque rassurante. Pourtant, en lui, quelque chose grince. La fierté d'avoir travaillé 12 heures pour payer chaque détail de ce décor s'évanouit face à une fatigue plus lourde qu'aucun sommeil ne répare. Et dans cet espace qui devrait être le sien, il se sent utile, oui, mais invisible. Ce n'est pas un rejet brutal, c'est un effacement subtil, goutte après goutte. Sa femme ne le désire plus, ses enfants le traversent comme une ombre pressée. Quand une conversation s'amorce, elle se résume à des rappels et des reproches. « As-tu payé ceci? Pourquoi tu oubliais cela ?» Et à la seconde où il ose donner son avis, sa voix est balayée comme celle d'un enfant ignorant. Comment ne pas sentir que son rôle s'est réduit à celui de spectateur de sa propre vie? Le mariage, disait-on, devait combler la solitude. Amour, maison, enfants, sécurité. Était-ce le script officiel? Alors pourquoi tant d'hommes découvrent-ils que ce scénario cache une mécanique bien plus cruelle? Responsabilité sans autorité, effort sans reconnaissance, présence sans désir. Et ce n'est pas un cas isolé. De plus en plus d'hommes témoignent du même poids silencieux. Ils financent, ils protègent, ils portent, mais ils n'ont plus de place dans l'histoire qu'ils construisent. Et si ce malaise n'était pas un accident, mais une conséquence du modèle conjugal moderne? Un modèle qui a changé trop vite, laissant les attentes piégées dans une époque révolue. La vérité, c'est que ce système fabrique des hommes présents, mais absents, solides, mais invisibles. Et ce constat brûle, car il ouvre une question terrible. Et si le problème n'était pas l'homme, mais l'institution elle-même? Alors, il faut oser dire ce que beaucoup taisent. Un homme ne vit pas d'amour abstrait, il vit de respect. Pas d'un respect caricatural, mais du poids accordé à ses paroles en cohérence avec le poids de ses sacrifices. Quand ses jugements sont tournés en dérision, quand ses décisions sont ridiculisées, il ne s'effondre pas immédiatement, il s'éteint doucement. D'abord il se tait, ensuite il se fait prudent, puis il disparaît émotionnellement. Voilà comment naît ce fantôme fonctionnel, un mari qui fait tout, sauf exister. Regardez les publicités, les séries, les films, le père y est toujours présenté comme le bouffon attendrissant, corrigé par une épouse épuisée mais géniale. Au début on en rit, mais répété à l'infini, ce message devient une culture où l'autorité masculine est suspecte par défaut, où le mari est toléré mais jamais légitime. Et ici se cache le piège. On donne aux hommes la responsabilité sans la direction, comme si on demandait à un pilote de porter l'avion sans toucher le manche. Cette fracture n'engendre pas seulement la frustration, elle corrode lentement l'intimité, car le désir, lui, ne ment jamais. On peut feindre un sourire, on peut répéter des phrases vides, mais on ne peut pas feindre l'envie d'aimer. Quand une femme cesse de désirer son mari, ce n'est pas seulement de sexe qu'il est privé, mais de ce sentiment vital, être choisi par la personne qui l'a choisi. Et là, le gouffre se creuse. Pourtant, beaucoup d'hommes essaient encore de réparer. Ils multiplient des gestes, les attentions, les efforts, plus de tâches ménagères, plus de messages, plus de rendez-vous, plus de patience. Mais rien ne change. Pourquoi ? Parce que l'équilibre même du contrat est faussé. Si l'un des deux sait que quoi qu'il arrive, la sécurité matérielle et légale est acquise, qu'est-ce qui pousse à nourrir l'élan, à préserver la flemme? Le risque disparaît et avec lui l'urgence de donner le meilleur de soi-même. Alors le mariage se transforme lentement en une colocation polie, gérée par un calendrier partagé. Et voilà le choix cruel qui s'impose à tant d'hommes. Se battre, fuir ou geler. Se battre, c'est poser des limites, demander à être entendu, ou risque d'être taxé de tyran. Fuir, c'est sauver sa peau en quittant, mais payer le prix fort en réputation, et parfois en lien avec ses propres enfants. Geler, c'est le plus fréquent, se taire, s'adapter, devenir un compagnon silencieux, un soutien sans éclat, un fantôme utile, mais absent. Et à chaque issue, la société l'accuse encore, violent s'il proteste, lâche s'il s'en va, froid s'il se tait. Comment ne pas étouffer dans une telle équation? Voilà la vérité que peu osent dire. Ce modèle n'épuise pas seulement les cœurs, il brise les hommes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que cette histoire ressemble à la vôtre,
ou à celle d'un ami, d'un frère, d'un père. Avant d'aller plus loin, je vous invite à réfléchir. Combien d'hommes souffrent en silence parce qu'ils ont cru à une promesse qui s'est retournée contre eux? Si vous voulez comprendre ce qui se cache derrière cette réalité, restez bien jusqu'à la suite. Et pour ne rien manquer de cette vérité souvent étouffée, je vous encourage à vous abonner dès maintenant, parce que ce que vous allez découvrir ensuite pourrait changer radicalement la façon dont vous voyez le mariage moderne. Pourquoi certains hommes se sentent-ils prisonniers d'un rôle qu'ils n'ont jamais vraiment choisi? La société leur a vendu un rêve, une épouse, des enfants, une maison, la promesse d'une vie stable et comblée. Mais derrière cette façade rassurante, beaucoup découvrent une autre réalité, celle d'un contrat implicite où leur valeur est mesurée par ce qu'ils apportent, mais rarement par ce qu'ils sont. Le poids du quotidien se divise en deux emplois invisibles. Le premier, celui qu'ils exercent au travail, ramène l'argent. Le second, celui qu'ils exercent à la maison, paie en culpabilité. Et ce double fardeau les use jusqu'à l'os. Pensez-y. L'homme se lève tôt, affronte le trafic, les patrons exigeants, les clients impatients. Il règle des problèmes que personne ne voit. Il éteint des incendies invisibles. Puis, vidé, il franchit la porte de sa maison, croyant trouver un refuge. Mais là encore, une autre liste l'attend. Chauffeur des enfants, réparateur du quotidien, professeur improvisé, psychologue de service, distributeur automatique et bouffon pour alléger l'ambiance. Rien de tout cela n'est mauvais en soi, c'est la réalité de la vie de famille. Le problème, c'est que dans bien trop de foyers, ce rôle est accompli sans contrepartie réelle. Ni gratitude profonde, ni désir authentique, ni place accordée à sa voix. Et c'est là que le déséquilibre devient insupportable. Au travail, son avis compte. Ses décisions sont respectées, ses choix écoutés. Mais à la maison, la même logique disparaît. Son jugement est perçu comme un danger, ses idées comme des intrusions. Il est responsable de tout, mais décide de rien. Responsable sans autorité, une contradiction qui ronge l'âme. Comment ne pas se sentir réduit quand ce que vous portez chaque jour n'a plus aucun poids dans les décisions de votre propre foyer? C'est ce vide qui explique pourquoi tant d'hommes deviennent silencieux. Ils sentent que chaque objection les fera passer pour autoritaires. Chaque tentative de poser une limite sera taxée de contrôle. Alors, au lieu d'exploser, ils s'éteignent. Ils s'effacent. D'abord un silence prudent, puis une distance émotionnelle jusqu'à devenir un fantôme hyperfonctionnel, présent mais absent. Ce processus ne se fait pas en un jour. Il s'installe par petites touches. Un reproche ici, une moquerie là, une porte de chambre qui se ferme sans explication. Et peu à peu, l'homme n'est plus qu'une ombre utile, un fournisseur sans voix. La culture elle-même entretient ce piège. Regardez les séries, les publicités, les films. Le père y est presque toujours représenté comme un maladroit attachant, corrigé par une épouse lucide et fatiguée. On en rit au début, mais à force de répétition, ce message devient une norme. Il enseigne à tous, hommes comme femmes, que l'autorité masculine est suspecte par nature, que l'avis d'un mari est à corriger par défaut. Comment bâtir une intimité durable dans un cadre où l'un des deux est condamné à être le clown silencieux de sa propre maison? Et c'est là qu'apparaît la fracture la plus intime, le désir. Car l'intimité est le miroir le plus honnête d'un mariage. On peut sourire par habitude, gérer un emploi du temps à deux, faire semblant pour les enfants, mais on ne peut pas tricher avec l'envie. Quand une femme cesse de désirer son mari, ce n'est pas seulement l'absence de corps qui fait mal, c'est l'absence de choix. Il n'est plus l'homme choisi, il devient l'homme toléré. Et ce manque ne détruit pas seulement l'ego, il vide l'existence. Beaucoup d'hommes essayent de réparer. Ils redoublent d'efforts, font plus encore, plus de sorties organisées, plus de mots doux, plus de concessions, plus de patience. Mais souvent, rien ne change. Pourquoi? Parce que les incitations ont disparu. Si l'amour ne dépend plus de l'effort réciproque, si la sécurité matérielle et légale est garantie quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui pousse à préserver la flamme? Sans enjeu réel, l'un finit par se relâcher, l'autre par s'éteindre. Et le couple devient une colocation polie, réglée par des calendriers partagés et des souvenirs poussiéreux. C'est là que la véritable question surgit. Combien de temps un homme peut-il rester enfermé dans ce rôle avant d'exploser ou de disparaître intérieurement? Combien de soirs à se garer devant sa propre maison en se demandant s'il a encore une place dans cette histoire? Dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément dans ce piège silencieux et découvrir pourquoi tant d'hommes finissent par choisir l'un des trois chemins fatals: combattre, fuir ou se figer de Borbon.
Combien de temps un homme peut-il supporter de porter un poids sans jamais avoir le droit de décider de la direction? Voilà la fracture invisible qui fait basculer tant de mariages dans le silence ou dans la tempête. Quand les responsabilités s'accumulent sans l'équilibre de l'autorité, 3 chemins seulement s'ouvrent à lui. Et aucun n'est simple. Le premier, c'est le combat. L'homme décide de poser des limites, d'exiger que son avis compte, que son rôle soit reconnu. Mais aussitôt, son besoin légitime de respect est redéfini comme du contrôle. Chaque tentative pour donner une orientation, qu'il s'agisse d'argent, de temps ou d'éducation, est transformée en accusation. On lui reproche d'être autoritaire, de vouloir dominer, d'étouffer. Le conflit monte. Et à force de bataille, le foyer devient un champ de guerre où l'amour s'épuise. Combattre, c'est réclamer sa place, mais au prix d'être vu comme l'ennemi dans sa propre maison. Le second, c'est la fuite. Certains hommes, pour sauver leur santé mentale, finissent par partir. Ils abandonnent la maison, parfois même l'idée du couple, dans l'espoir de respirer enfin. Mais cette décision, souvent prise dans la douleur, entraîne un prix colossal. Réputation salie, culpabilité écrasante, enfants qu'on aime mais qu'on ne voit plus qu'à travers un calendrier restreint. Ils continuent de payer, de donner, de s'impliquer, mais à distance, comme des visiteurs dans la vie de ceux qu'ils ont mis au monde. Cette coupure saigne plus que l'argent. Elle arrache le cœur même de ce qu'un père veut transmettre. Fuir, c'est sauver sa peau, mais perdre une partie de son âme. Le troisième, c'est l'immobilité. C'est le plus fréquent. L'homme reste, mais il gèle. Il s'adapte, se tait, obéit. Il devient docile pour éviter les reproches, utile pour éviter les conflits, présent physiquement mais absent intérieurement. Et, paradoxalement, c'est cette posture qui tue le plus lentement. Car au fil du temps, il cesse même de réclamer du respect. Il comprend que demander, c'est déjà s'exposer au mépris. Alors il se fond dans une routine muette, transformée en colocataire poli, compagnon pratique, fantôme fonctionnel. Ni bonheur, ni tragédie visible. Juste un effacement progressif. Et le drame, c'est que peu importe le chemin choisi, le verdict social est toujours le même. S'il se bat, on le traite de toxique. S'il fuit, on le traite de lâche. S'il se tait, on le traite d'absent. 3 issues, 3 condamnations. Comment s'épanouir quand chaque réaction à l'injustice est jugée comme une faute? Voilà la prison silencieuse où se retrouvent tant d'hommes. À ce piège déjà cruel s'ajoute un autre fardeau, l'argent. Chaque étape du mariage coûte. La cérémonie, la maison, les vacances réparatrices et surtout la séparation. Si la relation s'effondre, les conséquences financières s'étirent parfois sur des décennies. Un homme peut se retrouver à payer une maison où il ne vit plus, à financer un quotidien qu'il n'habite plus, à voir ses économies de retraite transformées en dette ou en pension. Loin d'être une rupture simple, c'est une cicatrice économique qui hante chaque avenir. Mais la blessure la plus profonde ne se compte pas en billets, se compte en instants perdus. Beaucoup de pères sacrifieraient tout pour leurs enfants, monter des vélos, assister aux spectacles d'école, raconter les histoires du soir. Mais quand le couple se brise, le système les relègue souvent au rôle de visiteurs. Week-end imposés, vacances partagées, moments volés. Et chaque absence creuse un vide silencieux qui ne cicatrise jamais vraiment. Alors une question terrible surgit. Pourquoi, malgré ce risque colossal, tant d'hommes continuent-ils à signer pour ce contrat? Parce qu'on leur a appris que c'était ça, être un homme. Être un vrai. S'installer, sécuriser, promettre pour toujours. La société les pousse à faire le grand pas, les félicite pour leur engagement, puis se moque d'eux une fois enchaînés. On les encourage à être vulnérables, puis on les ridiculise quand ils avouent souffrir. On les félicite pour leur mariage, puis on les blâme quand celui-ci les brise. Mais si ce piège est si courant, alors une autre voie existe forcément. Une voie où rester célibataire n'est pas un échec, mais un choix conscient. Où bâtir une vie sans dépendance émotionnelle ou financière devient une force. Où l'amour peut exister, mais choisi librement sans être noyé dans des obligations asymétriques. Et c'est dans cette alternative que certains hommes découvrent enfin ce qu'ils cherchaient. Une vie où ils respirent. Une vie où ils existent pleinement. Et si le véritable courage n'était pas de rester enfermé dans un rôle qui vous détruit, mais d'oser inventer une autre façon de vivre? Voilà la question que beaucoup d'hommes se posent en silence. Car derrière les murs d'un mariage qui s'éteint, il n'y a pas seulement de la lassitude, il y a un appel étouffé, celui de retrouver une existence qui a du sens.
Et c'est ici que commence la reconstruction, parfois seule, parfois avec un nouveau regard sur ce que doit être une union équilibrée. Être célibataire ne signifie pas être perdu. Cela peut vouloir dire être lucide. Cela peut vouloir dire se donner le droit de bâtir une vie qui respire la clarté et la force. Un homme seul, mais discipliné, peut créer un univers qui pulse de but et de vitalité. Un cercle d'amis loyaux, un travail qui l'anime, une santé entretenue avec rigueur, des passions qui nourrissent son esprit. Dans ce cadre, chaque relation devient un choix, jamais une obligation. Il peut aimer sans se vendre, donner sans être exploité, partir quand le respect disparaît. Ce n'est pas une fuite, c'est une liberté assumée. Mais attention, cela ne signifie pas que les bons mariages n'existent pas. Ils sont rares, mais réels. Ils ne naissent pas du hasard, ils se construisent pierre après pierre, autour d'une règle simple et pourtant universelle, le respect. Quand une femme respecte profondément son mari, il se donne tout entier, naturellement, sans calcul. Quand un mari respecte sa femme, elle s'épanouit, s'adoucit et transforme le foyer en un espace de paix et de chaleur. Le respect, ce n'est pas un détail, c'est le carburant qui empêche le désir de rouiller. Sans lui, même les vacances de rêve, les bouquets de fleurs et les séances de thérapie ne suffisent pas. Avec lui, chaque petit geste devient un langage secret, un ciment invisible qui rend l'amour durable. Alors comment bâtir ce respect ou le retrouver quand il a disparu? En disant la vérité, sans masque. Pas dans la colère, mais dans la clarté. Dire « je me sens responsable mais écarté ». Je me sens utile mais non reconnu. Je veux un mariage où ma voix pèse autant que mes efforts. C'est une ligne, pas une demande. Une ligne qui redessine les règles du jeu. Ensuite, il faut réécrire les accords de base. L'argent, l'éducation, le temps, l'intimité. Relier la responsabilité à l'autorité. Si je suis responsable de la maison, j'ai mon mot à dire sur le choix du réparateur. Si elle gère l'emploi du temps scolaire, je respecte ses décisions, sans la contredire. C'est ça l'équité réelle. Aligner le poids des choix avec le poids des charges. Et il y a ces petits rituels, presque invisibles, qui transforment tout. Pas de critiques humiliantes en public. Pas d'yeux levés au ciel comme si l'autre était un enfant. Des remerciements sincères, des corrections en privé, des louanges en public. Ces règles simples, respectées dans les deux sens, rapportent des dividendes énormes. Car le respect, ce n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne. Et si, malgré ces efforts, rien ne change, alors il faudra avoir le courage de voir la réalité en face. Rester dans une dynamique qui vous détruit n'est pas héroïque, c'est suicidaire à petit feu. Pour ceux qui ne sont pas encore engagés, la clé est encore plus claire. Choisissez avec vos yeux, pas avec vos illusions. Évaluez les comportements, pas seulement les mots. Observez la façon dont elle vous parle quand elle est irritée, c'est plus révélateur que n'importe quelle promesse. Écoutez si elle dit merci, si elle demande votre avis, si elle vous respecte quand vous n'êtes pas dans la pièce. Car au fond, l'amour se mesure moins aux déclarations enflammées qu'aux petits gestes répétés. Et si après tout cela, vous décidez que le mariage n'est pas pour vous, alors faites-le avec dignité. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas tenir. Construisez une vie solide, pleine de sens et de projets. Refusez la posture amère qui dit que l'amour est un mensonge. Car l'amour n'est pas un piège en soi. Ce qui détruit, c'est un système faussé. Vous pouvez être à la fois romantique et lucide, généreux et prudent. Alors la conclusion est brutale mais libératrice. Le mariage n'est plus un contrat par défaut. C'est un pari à haut risque qui demande une vigilance adulte, pas une naïveté d'enfant. Et vous, quel choix ferez-vous? Subir le rôle imposé ou redéfinir les règles de votre vie? Ce n'est pas une question de haine, mais de vérité. Et cette vérité est peut-être la clé d'une existence enfin alignée avec ce que vous êtes vraiment. Car au bout du compte, l'amour est un cadeau. Mais le respect, c'est l'écrin qui empêche ce cadeau de se briser. Si vous cédez le volant de votre vie, ne soyez pas surpris de finir passager dans votre propre histoire. Alors tenez le volant. Avancez avec clarté. Et si vous choisissez d'inviter quelqu'un à vos côtés, faites-le seulement avec celui ou celle qui saura honorer votre manière de conduire. C'est là, et seulement là, que le voyage devient digne d'être vécu.